Suite à la fermeture de la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire pour des raisons de sécurité, Noé, ville frontalière entre les deux pays, ne grouille plus de monde. Nous aurons le constat d'Abou Sanogo dans cette édition. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a effectué ce lundi sa rentrée académique en présence de professeurs et étudiants. La 7e conférence de l'Alliance africaine du Cajou a refermé ses portes à Cotonou au Bénin. La Côte d'Ivoire s'en sort avec son retour au comité exécutif. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI. Suite à la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana le vendredi 21 septembre 2012 par le président de la République Alassane Ouattara, et après 48 heures d'observation des mouvements des personnes et des biens entre les deux pays, il a décidé que seules les frontières aériennes soient rouvertes à compter du lundi 24 septembre 2012 à 0 heure. D'habitude grouillante de monde, la localité de Noé affiche depuis quelques jours le visage d'une ville paralysée. Cela fait suite à la décision du président de la République de la fermeture de cette frontière avec le Ghana jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité. Chez le constat de cette fermeture avec notre reporter Abou Sanogo. Des rues désertes, une colonne de camions remorques stationnés. Magasins et boutiques construits le long de la voie qui mène au portail fermés. Les battants des portails de la frontière hermétiquement fermés. La frontière terrestre entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est effectivement fermée relativement à la décision du président de la République, Alassane Ouattara. Cela fait suite aux attaques répétées sur les positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire d'individus en provenance du Ghana voisin. La dernière en date a eu lieu dans la nuit du vendredi 21 septembre au samedi 22 septembre dernier. Bilan des échanges de coups de feu, 7 assaillants tués et 8 autres ont été arrêtés. Parmi les assaillants, il y avait la majorité de corps habillés. Disons des gendarmes et des marins. Le chef des assaillants était un pasteur, mais qui a dû se réfugier au Ghana. La décision de la fermeture de la frontière de Noé avec le Ghana a déteint sur la ville. Mais pour les populations de Noé village, cette fermeture est salutaire. Pour la fermeture de la frontière, c'est compte tenu de la situation. Donc il faudrait que on puisse faire le ratissage pour que tout se stabilise, pour que demain la frontière puisse s'ouvrir, pour que toute personne va évacuer à leur occupation. Et étant habitant de Noé, si mes frères du village avaient l'idée que moi, on allait aider nos frères corps habillés, puisque nous avons notre forêt, c'est nous qui connaissons notre route. Réunion d'urgence à la place publique de Noé. Le chef de village, Nana Assi Achandou, a condamné cette attaque. Il a exhorté ses administrés à une franche collaboration avec les forces de sécurité. Il n'est plus question que les gens coopèrent avec des individus qui vont venir endeuiller encore les populations. Ceux qui ont leurs enfants qui sont impliqués dans cette affaire, ils peuvent compter sur moi. Il revient, il met pied ici, je vais l'arrêter et le conduire au poste. Ceux qui sont encore là ou qui ont pu fuir, ils seront bannis de ce village. Quand on dit la frontière est fermée là, elle est fermée. Il n'est pas question que nuitamment on prenne une pirogue pour faire passer des gens. Celui qui va se rendre coupable d'un quelconque délit, s'il est arrêté, il assumera ce. Pour l'heure, la localité reste paralysée. Le constat de la fermeture de la frontière constitue un véritable souci pour les opérateurs économiques. Le ministre des Affaires étrangères Daniel Kablan-Duncan et le ministre de l'Intégration africaine Ali Koulibaly étaient jeudi dernier au Mali. Ils étaient porteurs d'un message du président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. La délégation ivoirienne a été reçue par le président malien Dioncounda Traoré. Chantal Akanda. Le Mali et la CEDEAO poursuivent leurs consultations pour trouver rapidement une solution à la crise qui secoue le nord du Mali. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan, accompagné de son collègue de l'intégration africaine, Ali Koulibaly, ont été reçus jeudi dernier à Bamako par le président intérimaire malien Dioncounda Traoré. Daniel Kablan-Duncan était porteur d'un message du président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO.
À sa sortie d'audience, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a situé le sens de leur visite. Des échanges continus. C'est peut-être à l'issue de ces échanges qu'une déclaration sera faite définitivement dans ce dossier. Il nous faut faire en sorte que nous soyons partie prenante de bout en bout de ce dossier donc malien. Et la réunion de la CEDEAO qui s'est tenue donc à Abidjan, tant au niveau des chefs d'état-major de la CEDEAO qu'au niveau donc du Conseil de médiation et de sécurité était consacrée à ce dossier, de manière à appuyer fortement, disons que le Mali dans la reconquête donc du Nord et à mobiliser la communauté internationale pour appuyer ces actions pour que donc ce dossier soit définitivement réglé. C'est le sens d'ailleurs de ces réunions. Dans le message remis au président par intérim du Mali, il serait question de la situation des armes du Mali bloquées dans certains ports de la sous-région, selon le ministre de la Défense et des anciens combattants maliens. Des dispositions sont en cours et très bientôt, ces armements-là qui sont en train d'être retenus en rade à l'intérieur des bateaux, les dispositions sont en cours pour dépasser ces délais de difficulté. Et je pense que dans les jours à venir, ces armes nous seront rendues. Maliens et Ivoiriens se sont quittés avec de réels sentiments d'espoir. Les yeux restent rivés maintenant sur la réunion de haut niveau consacrée au Mali qui se tiendra mercredi prochain à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Hier dimanche, les ministres ivoiriens en charge de la défense et de l'intégration africaine, Paul Kofi Ali Koulibaly, étaient au Mali pour rencontrer les autorités maliennes et échanger avec elles sur la résolution de la crise malienne. Le Mali et la CEDEAO ont trouvé un accord sur les conditions de déploiement d'une force africaine au Mali. Autre information, la Cour pénale internationale s'est réunie aujourd'hui et demain à huis clos pour statuer sur l'attitude de l'ancien président Laurent Gbagbo à prendre part aux procédures engagées en son encontre. Il faut rappeler que la Cour pénale internationale a rejeté la demande de la défense tendant à obtenir le report de l'audience concernant l'attitude de Laurent Gbagbo à prendre part aux procédures engagées à son encontre. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a effectué ce matin sa rentrée académique. Cette rentrée concerne professeurs et étudiants et elle a été présidée par le professeur Bakayoko Ly Ramata, président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Premier cours magistral à l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire ce lundi. La leçon pour marquer cette rentrée académique s'intitule « La nouvelle vision de l'université et de ses dirigeants ». Il s'agit pour la présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny, le professeur Bakayoko Ly Ramata, d'expliquer aux étudiants les innovations pour un départ nouveau. De l'encadrement des étudiants à l'environnement passant par la sécurité sur le campus universitaire, toutes les dispositions pour une meilleure année académique ont été prises à l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Les inscriptions vont débuter le 27 septembre prochain et concerneront tous les niveaux d'études. Mais déjà le 25 septembre, les étudiants pourront prendre contact avec les responsables et les amphithéâtres de la UFR, unité de formation et de recherche. Une série de formations pour sensibiliser les étudiants à mieux comprendre le système LMD, licence master doctorat, sont prévues. Il en est de même pour les dispositions en vue de prendre en compte les 3 promotions de bacheliers en attente d'orientation. Un reportage de Léon Brou-Kwame et Jean-Jacques Kwame à la. Les orientations en classe de seconde sont disponibles depuis ce lundi matin. La moyenne de 9,50 est exigée pour être orientée. Ces informations peuvent être consultées sur le site du ministère de l'Éducation nationale www.education.gouv.ci. Comment favoriser une bonne visibilité des actions réalisées par les complexes socio-éducatifs? Cette question était au centre d'un séminaire organisé à Boisseau par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Marie-Laure Ngora nous parle de ce séminaire. Il existe en Côte d'Ivoire 22 complexes socio-éducatifs, CSE, composés de 4 entités, la direction, le centre de protection de la petite enfance, le centre social et le centre d'éducation spécialisé. Leur mission, promouvoir la politique sociale du gouvernement. Toutefois, selon le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, il n'existe aucun texte régissant l'organisation pratique et le fonctionnement des complexes socio-éducatifs. De plus,
les animateurs ne bénéficient pas du renforcement des capacités pouvant leur permettre d'assurer un fonctionnement efficace de leur structure. Conséquence, cette situation engendre un dysfonctionnement lié à la réputation des tâches et des difficultés dans la circulation de l'information entre les différentes entités qui composent les CSE. Par ailleurs, les différentes actions réalisées et les résultats majeurs obtenus par les complexes socio-éducatifs sont ignorés du grand public. Pour toutes ces raisons, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé de monter au créneau, initier des actions et favoriser une bonne visibilité des activités réalisées par les complexes socio-éducatifs. L'atelier de réflexion sur le fonctionnement et la visibilité des complexes socio-éducatifs est une première action qui devrait aboutir notamment à l'élaboration de textes légaux et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement des CSE, à doter les complexes socio-éducatifs d'outils et mécanismes de planification, de gestion et de suivi-évaluation axés sur les résultats. Parlons maintenant avec Noël Gnagno de la 7e conférence de l'Alliance africaine du Kajouaka. Elle a clos ses portes. La Côte d'Ivoire a senti avec son retour au comité exécutif. La 7e conférence de l'Alliance africaine du Kajou, tenue du 19 au 21 septembre à Cotonou au Bénin, c'est fini. La Côte d'Ivoire s'en-tire avec des acquis notables. Elle fait son retour dans le conseil exécutif de l'Alliance avec un poste de vice-président. C'est la victoire de la Côte d'Ivoire, surtout après avoir perdu notre représentant au sein du comité exécutif dans l'association africaine la plus importante en matière de noix de cajou. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de pouvoir retourner au pays et de montrer que la Côte d'Ivoire revient et pour prendre sa place qui est la sienne. Notre agenda, nous devons avoir une réunion du comité exécutif pour définir un plan stratégique pour les 2 ans à venir, puisque le mandat c'est pour 2 ans. Et en fonction de ce plan stratégique biennal, je vais, avec les autorités de la filière ANACAD et les acteurs de la filière ANACAD et notre gouvernement, avoir des séances de travail pour définir un cadre stratégique pour le développement de la transformation en Côte d'Ivoire. Avant l'entrée dans l'exécutif de l'Alliance africaine du Kajou, la Côte d'Ivoire a signé un accord de partenariat. Cet accord engage l'Alliance à mettre son expertise et les informations nécessaires à la disposition de l'ARECA, autorité de régulation du coton et de l'ANACAD. Autre fait notable, la Côte d'Ivoire, à travers le directeur exécutif de l'ARECA, Sanogo Malamine, fait son entrée dans l'initiative Kajou africain, un projet mis en application par la coopération allemande GIZ. Sanogo Malamine compte mettre ses positionnements au service du développement du cajou en Côte d'Ivoire. Dans cette salle, le plus grand producteur de IRP, logiciel de gestion des entreprises est là. Ils ont des projets au Ghana et autres. Nous, on veut qu'ils mettent ces moyens techniques à la disposition de l'autorité de régulation pour pouvoir gérer et tous les producteurs et les exploitations et tous les acteurs de la filière. Vous imaginez un système d'information qui gère tous les acteurs de la filière, ça vous donne une très bonne visibilité sur la commercialisation et le respect des prix et du comportement des uns et des autres. Plante écologique au commencement, le cajou occupe aujourd'hui la partie nord du pays. Son exportation fait de la Côte d'Ivoire le premier pays africain producteur de cajou avec environ 400 000 tonnes par an. Et restons dans le domaine de l'agriculture avec Francis Boafou et Justine Seydike qui nous disent que l'ANAPROSI a organisé une rencontre dénommée Journée du producteur national de maïs. Objectif de ce séminaire, exhorter les paysans à augmenter leur production malgré les difficultés qui minent leur filière. Une cérémonie en l'honneur des grands producteurs de maïs de Côte d'Ivoire, un prétexte pour l'Association nationale des producteurs de maïs, ANAPROSI, pour exhorter l'ensemble des paysans à travailler davantage en vue d'augmenter la production nationale de maïs qui est d'environ 700 000 tonnes par an selon le président de l'ANAPROSI. Bédikwa sollicite l'aide du ministère de l'Agriculture pour faire face aux difficultés qui minent la filière maïs. D'abord, le prix du maïs est vendu à vil prix, voire bord champ, c'est de 75 francs à 80 francs qu'on nous achète le maïs. Et puis nous avons aussi des problèmes d'encadrement. Nous avons besoin qu'on nous encadre, qu'on organise même notre filière, que l'État nous aide à fixer les prix. Nous voulons aussi que l'État nous aide à avoir accès aux semences.
Malgré ces problèmes, la culture du maïs nourrit son homme, dira Bayoulou Salaf, premier producteur national de maïs, avec 45 tonnes par an. Le maïs est la première céréale cultivée au monde. Elle est utilisée dans l'alimentation animale et humaine, dans les industries agroalimentaires et dans la production des biocarburants. La première édition du Salon international du café et du cacao se tient à partir de ce lundi 24 septembre jusqu'au 28 septembre à la Kestab. Le ministère de l'Agriculture profitera de ce salon pour faire la promotion du café et du cacao ivoirien. Autre aspect de l'actualité ivoirienne, la Côte d'Ivoire se prépare à adhérer au processus d'application des réglementations commerciaux forestières, gouvernance et échanges commerciaux adoptés en 2003 par l'Union européenne. Un projet qui vise à lutter contre l'exploitation illégale des ressources forestières. Francis Boafo et Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire, désormais prête à entamer les négociations auprès de l'Union européenne en vue de son adhésion au processus d'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux FLEGT. C'est l'une des recommandations de cet atelier qui a rassemblé tous les acteurs de la filière bois du pays. Le FLEGT est un projet adopté par l'Union européenne en 2003. Il vise à promouvoir l'application effective de la loi forestière et des principes de bonne gouvernance dans la filière bois du pays producteur. Avec les actions qui ont été menées au niveau du ministère des Eaux et Forêts, la Côte d'Ivoire se sent maintenant prête à adhérer effectivement au processus FLEGT parce que l'enjeu est important. Pour les responsables de l'Union européenne, l'adhésion de la Côte d'Ivoire au projet FLEGT s'impose d'autant plus que le pays exporte 70% des produits du bois vers l'Union européenne. À partir de mars 2013, les acheteurs européens de bois, grossistes bien entendu, devront, avant de vendre du bois ou de faire des meubles et de vendre ces meubles sur le marché européen, vont devoir démontrer que ce bois vient d'une exploitation légale. Le gouvernement ivoirien est conscient de cette exigence. Les pertes économiques dues à l'exploitation illégale du bois en Côte d'Ivoire sont énormes. Elles se chiffrent à plus de 12 milliards de francs CFA chaque année. Raison de plus pour le docteur Albert Mabri-Touakuse, représentant le Premier ministre Aoussou Kouadio-Jano à cet atelier, d'exhorter les experts des secteurs publics et privés ivoiriens à travailler en synergie d'action, en vue d'engager dans l'urgence les négociations d'un accord de partenariat avec l'Union européenne avant le 13 mars 2013. Date retenue par l'Union européenne pour filtrer ses partenaires producteurs du bois dans les échanges commerciaux. Et dès le 31 octobre prochain, l'application du projet sur l'identification des abonnés aux services de télécommunications, comprenant le mobile et Internet, va rentrer dans une seconde phase. Les numéros non identifiés seront tout simplement en réception. Plus de détails avec l'enseignant Ouattara. Près de 65% des abonnés mobiles ont déjà été identifiés à la faveur de l'opération lancée par le gouvernement ivoirien depuis le 21 décembre 2011. C'est l'annonce qui a été faite par le ministre de la Poste et des TIC, visitant des sites d'identification dans le cadre des campagnes de sensibilisation. Le 31 octobre, tous ceux qui ne se seront pas fait identifier seront mis en réception simple. Ils pourront continuer de recevoir des appels, mais ils ne pourront plus émettre d'appels. Vous voyez, donc c'est quand même relativement important. Nous espérons que d'ici là, tous ceux qui ne se sont pas encore fait identifier vont voir l'intérêt de le faire. Des sites installés dans 3 communes d'Abidjan du 17 au 22 septembre ont pour but de permettre à bon nombre d'Ivoiriens de se faire identifier. Il s'agit de la commune du Plateau, de Yopougon et de la commune de Koumassi. Les personnes désirant se faire identifier devront posséder une pièce d'identité. Selon Koné Bruno, l'État prend des mesures pour protéger le consommateur et sécuriser l'environnement des TIC en Côte d'Ivoire. Le président du comité de suivi de l'opération d'identification des abonnés, Séverin Ndatien Guibé-Songui, a fait savoir que tous les abonnés qui ne seront pas identifiés avant le 31 décembre 2012, dernier délai selon les prescriptions, verront leur numéro retiré du circuit des opérateurs. Un séminaire s'est tenu à Agboville. Il porte sur l'usage des indicateurs socio-économiques dans le traitement de l'information. C'est une initiative de l'agence ivoirienne de presse. L'AIP entend renforcer les capacités de ses chefs de bureaux régionaux pour une meilleure couverture de l'actualité socio-économique.
La reconnaissance, l'utilisation, les enjeux de l'usage des indicateurs sociaux et économiques dans le traitement de l'information sont entre autres les modules de formation dispensés aux chefs de bureaux régionaux de l'agence ivoirienne de presse. Séminaire pour renforcer les capacités de nos journalistes et deuxièmement pour les aguerrir en matière économique. Parce qu'il faut qu'ils aient des notions. Il faut qu'ils aient des notions socio-économiques pour mieux couvrir dans leur localité les activités au niveau du monde agricole, monde minier, etc. On couvre tout sauf l'économie. Alors que nos clients nous demandent de plus en plus ce type de dépêche. À ce séminaire de formation, l'AIP a aussi examiné sa collaboration avec la RTI et le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI. La RTI étant sur le bouquet, nous passerons à l'antenne que des éléments dont les images sont de bonne qualité. Il ne sera plus possible de faire passer à l'antenne des images approximatives. C'est le combat que mène le directeur général et notre département. Cette rencontre pour le renforcement des capacités qui intervient après que l'AIP s'est doté d'un nouveau site internet est perçu par l'inspecteur général représentant le ministre de la Communication comme la détermination de l'agence à traiter efficacement l'information de proximité. Jean-Claude Bayala a réaffirmé l'appui du gouvernement en expliquant que le ministre Souleymane Koti Diakité s'active pour doter l'AIP d'un nouveau statut. Pour la qualité et la quantité de l'actualité traitée au cours de l'année 2011, des journalistes de l'AIP ont été honorés au cours de ce séminaire. Dans l'actualité ivoirienne, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire s'interroge sur la crédibilité de l'information fournie par les acteurs de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. Une conférence a été organisée sur la question avec pour thème le journalisme en ligne, éthique et crédibilité. Le conférencier Alfred Dan Moussa, directeur de l'ISTC, Doigt de Laser et Abou Sanogo. En Côte d'Ivoire, plus de 40 organes de presse en ligne, communément appelés blogueurs, exercent dans la clandestinité. Respectent-ils l'éthique et la déontologie du journalisme? Sont-ils crédibles comme source d'information? Autant de questions restées sans réponse. Pour éclairer les journalistes, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé une conférence débat sur le thème le journalisme en ligne, éthique et crédibilité. Le conférencier Alfred Dan Moussa, directeur général de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC, ne fait pas de distinction entre ce corps de métier et le journalisme classique. Si les médias en ligne pouvaient précéder l'événement, ils l'auraient fait. Faute de pouvoir le faire, puisqu'il est question pour eux de rendre compte de ce que chaque reporter a vu, entendu, senti, touché, les médias se livrent et ils s'en contentent une vive concurrence sur le terrain de la rapidité de transmission. Mais transmettre quoi? Faire consommer quoi? Les participants se disent satisfaits de l'initiative. Pour eux, cette tribune permet d'évoquer les problèmes que vivent les journalistes et également de rassurer la diffusion d'informations vraies au public. La crédibilité et l'éthique font partie des ingrédients qu'il faut réunir pour rendre la presse en ligne professionnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, Internet est un phénomène en vogue où tout est permis. Nous nous adhérons à tout ce qui va dans le sens de la professionnalisation de notre métier. Les responsables de la haute autorité de la communication audiovisuelle, ACA, du Conseil national de presse, CNP, de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et les journalistes présents durant une échange sur la question d'éthique. Ils ont souhaité qu'à l'issue des états généraux de Yamoussoukro, l'État de Côte d'Ivoire se penche sur la question de régulation de la presse en ligne, afin de rendre plus crédible l'information donnée aux populations. L'Institut national de formation des agents de santé INFAS pratiquera le système licence, master et doctorat LMD la rentrée prochaine. Les responsables et enseignants de cet institut étaient à Davos pour se former au système LMD. Objectif, maîtriser la terminologie de base du système LMD pour un enseignement de qualité à l'INFAS à partir de la rentrée universitaire 2012-2013. La mise en œuvre d'un tel système éducatif passe nécessairement par une bonne préparation de tous les acteurs impliqués dans la formation à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Et c'est pour mieux aborder cette préparation que le présent atelier est organisé par la direction de l'INFAS.
Il permettra de cerner tous les contours et les modalités pratiques de la mise en œuvre du système LMD. À la demande de Madame le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, nous sommes venus réfléchir sur les différentes composantes, les parcours, les filières, les maquettes, c'est-à-dire les programmes. Comment ces maquettes pédagogiques sont organisées en termes de crédit, en termes d'unité d'enseignement, que désormais on n'enseigne pas n'importe comment, que l'étudiant soit le centre du système. Les formateurs, tout en se disant satisfaits, invitent les enseignants de l'INFAS à s'approprier le système LMD. L'enseignant est désormais un entraîneur, un coach, et il aligne, il oriente l'apprenant pour que lui-même découvre les informations qui vont désormais contribuer à améliorer sa compétence. Les directeurs d'antenne, les enseignants présents soutiennent qu'ils partageront leurs expériences avec leurs collègues. Pour la formation continue des enseignants, le directeur de l'INFAS, le professeur SS Essiagne Daniel, rassure que l'État, à travers le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, sera aux côtés de cet institut pour accomplir cette mission. Le village de Kafolo dans le département de Ferkessé-Dougou est une zone très endémique à la cécité. Pour lutter contre l'onchocercose dans le district sanitaire de Ferkessé-Dougou, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a initié une vaste campagne dans la région avec l'appui de l'organisation non gouvernementale Site Save, suivant le reportage de Charles Tatou de RTI Boaké. L'onchocercose sévit en Côte d'Ivoire. Cette maladie parasitaire est causée par un ver transmis à l'homme par la piqûre d'une mouche noire et bossue vivant au bord des cours d'eau à courant rapide. Elle rend aveugle si elle n'est pas traitée. Et hormis la cécité, les conséquences les plus graves de l'onchocercose sont l'éléphantiasie et l'hydrocèle. Kafolo, dans la région de Ferkessé-Dougou, est l'une des zones les plus touchées avec un taux de prévalence de plus de 20%. Taux supérieur au seuil épidémiologique tolérable qui nécessite la mise en œuvre du traitement à l'ivermectine sous directive communautaire. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, avec l'appui de son nouveau partenaire Site Saveur, vient de lancer à travers le programme national de lutte contre la cécité des activités de lutte contre l'onchocercose. Cela afin de sensibiliser les populations sur la maladie, les moyens de lutte et la philosophie du TIDC. Les autorités administratives locales ont réaffirmé leur engagement à soutenir toutes les actions de lutte contre cette maladie invalidante. La 30e édition des journées socio-éducatives, culturelles et de promotion du développement de Kounfao, les populations de cette localité se sont mobilisées pour parler d'éducation et de promotion du riche patrimoine culturel de leur région. Kwasi Mamadou. Une 30e édition basée sur l'esprit de solidarité et la promotion des valeurs intellectuelles. Les journées socio-éducatives, culturelles et de promotion du développement de l'Union générale. Les élèves et étudiants de Kounfao, à Gerkof, ont rassemblé les cadres, les élus, les autorités coutumières et administratives à Asuamakro, dans la sous-préfecture de Tiendakro. La rencontre a été l'occasion pour le bureau dirigé par Kofi Adjoumani de faire le bilan des activités écoulées et présenter celles à venir. Cette année, le bureau met l'accent sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés et sur l'orientation des élèves. Le président de la mutuelle, Amorofi Marcel, s'est apaisanti dans son intervention sur une doléance relative à l'achèvement du dispensaire du village, chose qui va éviter le déplacement périlleux des malades. Le parrain de la cérémonie, Justin Yapoboué, en tant qu'agent de développement et expert en matière de véhiculture, a promis un jardin de pépinière de VA, ainsi qu'un appui à l'véhiculture dans la région. Pour lui, les véhicultures permettent aux planteurs de gagner leur vie. Le sous-préfet de Tiendako, Nguessan, félicite la GERCOF d'avoir maintenu la flamme de l'union et encourage les membres dans leurs efforts. Il invite les parents à faire la déclaration des naissances des enfants dans un délai de 3 mois, car passé ce délai, la déclaration devient coûteuse. Créée en 1974, la GERCOF revendique aujourd'hui plus de 500 membres.
Nous revenons sur cette information avant de terminer cette édition suite à la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana le vendredi 21 septembre 2012 par le président de la République Alassane Ouattara et après 48 heures d'observation des mouvements des personnes et des biens entre les deux pays, il a décidé que seules les frontières aériennes soient rouvertes à compter du lundi 24 septembre 2012 à 0 heure. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.